Bonjour, bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Ça fait des années que la question de la fin de vie alimente le débat public entre controverses, attentes fortes et profondes interrogations éthiques. Faut-il reconnaître à chacun et chacune la liberté de choisir sa mort, de permettre à une personne gravement malade de demander une aide médicale pour mettre fin à ses souffrances et mourir ? Depuis l'automne 2022, une nouvelle loi, dite loi Falorni, est en discussion. Le 25 février 2026, l'Assemblée nationale l'a adoptée. Elle crée un droit à l'aide à mourir pour les malades majeurs atteints d'une affection grave et incurable sous certaines conditions. Ce texte doit désormais être examiné par le Sénat. À la croisée de la médecine, de la politique, des convictions intimes, des croyances religieuses et des expériences personnelles, ce sujet cristallise les tensions. Pourquoi la société française peine-t-elle autant à les dépasser ? Pour en parler, j'accueille François Blot, médecin réanimateur, président du comité d'éthique de l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif et expert auprès de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Bonjour monsieur. Bonjour Hélène. Vous avez notamment écrit « Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir ?» C'était paru aux éditions Hermann en 2023. Et vous avez co-signé un nouveau livre en ce début d'année, « La mort confisquée, pour le droit de choisir une fin qui nous ressemble ». C'est co-signé avec Elsa Walter, qui est vice-présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité et qui est une ancienne bénévole dans un service de cancérologie. C'est paru donc début 2026 chez Grasset. Alors vous, François Blot, vous défendez l'ouverture d'un choix à mourir, encadré et contrôlé pour les personnes condamnées par une maladie incurable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment, en tant que médecin, vous en êtes arrivé à cette conclusion-là dans votre réflexion ? Alors j'en suis arrivé là en partant d'une absence de certitude au départ, une conviction personnelle forte, mais pas de certitude sur le fait qu'il faille légiférer. Et après avoir examiné les arguments philosophiques, médicaux en faveur et en défaveur d'une légalisation, la conclusion m'est apparue évidente. On ne pouvait pas laisser cette question-là dans l'iniquité, le fait que certains y aient accès, d'autres pas, dans la clandestinité et dans l'arbitraire de la décision médicale ou personnelle. Et donc qu'il fallait officialiser les choses et sortir du bois. Je précise que je ne m'exprime qu'en mon nom et dans celui du collectif pour un accompagnement soignant solidaire et non pas au nom ni de mon hôpital ni de notre comité d'éthique, même si je le préside, ça n'est pas l'avis de l'ensemble du comité, donc c'est mon nom propre. Vous dites clandestinité parce que ce sont des choses qui étaient déjà pratiquées, un peu comme dans un autre temps l'avortement, et puis que finalement il faudrait trouver un cadre légal, médical pour que ça se fasse maintenant ? Tout à fait. Évidemment, on ne peut pas chiffrer les pratiques clandestines, mais malgré tout, il y a une tentative qui a été faite par l'Institut national démographique en 2010, qui estimait selon la partie basse et haute de la fourchette, entre 400 et 4000 personnes en France annuellement avaient recours à ces pratiques clandestines, avec évidemment toute l'incertitude qu'il y a autour de ça. Puis on sait aussi que des personnes vont dans des pays étrangers, et on sait aussi que des personnes se suicident. Donc ça fait suffisamment d'arguments pour se dire qu'il fallait passer à quelque chose de beaucoup plus officiel, transparent. Alors justement, quelque chose de plus officiel, transparent, on a cette loi Falorni là qui a avancé tout dernièrement, adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'elle contient, qui pourra y accéder, dans quelles conditions ? Alors, la loi n'est pas encore votée. La loi est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur 3 lectures possibles. Elle va bientôt passer courant mars-avril au Sénat pour une deuxième lecture. Le Sénat l'avait retoquée une première fois. Et cette loi, effectivement, fixe un certain nombre de conditions qui, à mon sens, sont strictes, alors qu'on dit souvent que c'est un peu le grand n'importe quoi et que ça va être l'accès pour tout le monde. Alors, je me permets juste de corriger l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, choisir sa mort. Les gens, en l'occurrence, là, ne vont pas choisir leur mort, ils vont, parce que la mort est imminente de toute façon, elle va arriver dans les semaines, mois qui viennent, mais ils vont pouvoir effectivement avoir une action sur le moment et la modalité avec laquelle ils seront accompagnés. Alors, ce projet de loi dit 5 choses, 5 critères cumulatifs. Être majeur, vous l'avez dit, résider en France ou être habitant de longue date, avoir une maladie incurable et en phase avancée, c'est-à-dire à un stade irréversible et ce que les Belges appellent sans issue, ce qui me paraît une belle expression, une expression assez claire. Être porteur de souffrances inapaisables. Alors au départ, il était écrit physique ou psychique. Le ou psychique a un petit peu disparu, c'est-à-dire que si la souffrance n'est considérée que comme psychique, les personnes ne seront pas éligibles.
et avoir son plein discernement au moment de la demande d'une part et de la réalisation de l'acte d'autre part. Et qui évalue ces critères-là? Est-ce que c'est le patient lui-même qui s'auto-évalue ou est-ce que c'est le corps médical ou un peu des deux? Comment est-ce que ça va se passer dans la pratique? Alors l'idée, c'est vraiment d'établir un droit. Et c'est là-dessus qu'on est parti d'ailleurs avec Elsa Walter dans notre constat pour notre bouquin, c'est de dire, on nous parle d'établir un nouveau droit, or les anciens sont déjà pas complètement respectés. Ça, on pourra en reparler, mais c'est un droit de la personne malade, de même qu'elle a acquis le droit, la personne malade, en 2016, d'avoir, si elle le demande, une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire être endormie jusqu'au décès de façon profonde, à condition que le pronostic soit engagé à quelques heures ou quelques jours. Là, le délai serait plus long, même s'il n'est pas précisé, on dit simplement phase avancée, et heureusement qu'on ne donne pas de chiffres. Et donc les patients sont les premiers juges de ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas dupes de la maladie qu'ils ont. Ils sont parfois rendus dupes par un discours médical qui n'est pas d'une clarté absolue. Donc le premier défi va être de clarifier les choses, effectivement de parler probablement plus franchement. C'est aussi le sujet de notre livre, le fait que les mots sont souvent confisqués, la parole n'est pas dite clairement et celle des patients n'est pas entendue clairement. Donc la première voix qui doit s'écouter est celle du patient. Et lui, il peut dire s'il a des souffrances qu'il considère comme inapaisables. La voix médicale est évidemment essentielle également, parce que nous devons pouvoir caractériser la maladie, d'une part, dire à quel stade elle en est, et puis vérifier que tout a été fait dans les capacités dont dispose la médecine pour que la personne soit raisonnablement calmée avec tous les moyens dont on dispose. Mais après, effectivement, le fin mot, in fine, pour nous, revient à la personne malade. Oui, c'est effectivement l'axe de votre livre avec Elsa Walter, en fait, de donner la parole aux malades. Enfin, vous dites que cette parole-là, elle est trop souvent étouffée, qu'il y a aussi un paternalisme du corps médical qui se place un peu en position de surplomb. Là, pour ce thème spécifiquement de la fin de vie, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir selon vous, et vous dites ça en tant que médecin réanimateur vous-même. Oui, en plus, je plaide coupable, donc je fais partie d'un corps de métier qui, historiquement et en France peut-être plus particulièrement, ou dans les pays latins plus particulièrement que dans les pays anglo-saxons, use d'un paternalisme tout à fait bienveillant, mais effectivement depuis toujours. En 1950, il était écrit par le Conseil de l'Ordre que le patient devait être considéré comme un enfant qui marchait en tâtonnant et qu'il fallait guider dans le noir. On ne retrouve pas des mots identiques à l'heure actuelle, mais malgré tout une philosophie assez proche. Et donc notre vision médicale, elle consiste souvent à se mettre en posture de sachant et à ne pas donner tous les moyens à la personne de s'emparer de ce qu'elle doit savoir ou de ce qu'elle souhaite savoir, parce que ça aussi, ça doit être respecté, c'est-à-dire qu'il faut jauger quelle est la volonté de la personne de connaître son diagnostic, son pronostic. Mais pour autant, notre idée est de partir d'un postulat que c'est en donnant les clés à la personne qu'elle pourra s'en emparer et non pas en lui cachant les choses. Or, dans notre jargon, on est habitué à utiliser des périphrases, des ellipses ou à rajouter des bouts de phrases, genre pour l'instant, qui redonnent un faux espoir à la personne. Donc ça, faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour avoir un discours plus clair, plus franc, plus honnête et qui sera aussi probablement moins violent et pour la personne et pour nous-mêmes, à condition d'avoir fait ce travail. Et puis qui laisse peut-être moins de place aussi au doute, à l'interprétation, à toute cette zone un peu floue, un peu grise, qui pour le patient, du coup, aurait peut-être du mal à se positionner sur son cas propre. Tout à fait. Vous évoquiez dans votre réponse précédente la loi de 2016, Claes Leonetti, sur le droit à une sédation profonde jusqu'au décès. Alors, est-ce que, effectivement, vous disiez qu'elle était mal connue, peu utilisée, et j'ai l'impression aussi en tant que profane que c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce qu'il a théoriquement aujourd'hui, ce à quoi les malades auraient droit? Alors, c'est une loi qui, effectivement, se voulait être une avancée par rapport à la loi Leonetti précédente qui datait de 10-11 ans avant et qui voulait donner la possibilité à la personne en toute fin de vie d'accéder à un endormissement complet. Sauf que, premièrement, cette loi elle a été refusée en masse par beaucoup de soignants à l'époque, qui aujourd'hui disent que c'est un trésor national, mais qui à l'époque avaient écrit beaucoup de tribunes, y compris certaines partagées avec des dignitaires religieux, donc il y avait une connotation assez forte, disant que c'était une euthanasie déguisée. De sorte que, d'emblée, le fait d'accueillir favorablement la demande d'une personne malade d'être endormie jusqu'au décès dans les toutes dernières heures ou jours de sa vie,
cet accueil était peu fait. Cette loi brûlait les doigts avec l'impression, en tout cas c'était la lecture qu'en donnaient beaucoup de soignants, en particulier en soins palliatifs, mais pas que, de pratiquer une euthanasie déguisée. Et ça explique que toutes les évaluations, même si on n'en a pas beaucoup des bonnes à se mettre sous la dent, mais les évaluations dont on dispose, et puis l'expérience quotidienne, montrent que effectivement l'accès des patients en fin de vie à cette sédation profonde et continue est très très faible. Beaucoup plus faible qu'il ne le devrait, en théorie. Donc c'est un premier non-droit respecté, c'est un peu le début de notre livre. On veut donner un nouveau droit, mais les précédents sont déjà pas respectés. Et on peut même remonter avant pour dire que certains autres, qui vont de soi en théorie depuis 2002, sont pas complètement acquis dans la culture médicale. Est-ce que c'est pour ça, à votre sens, que certains patients préfèrent finalement aller se faire euthanasier chez nos voisins belges ou suisses? Et plus largement, qu'est-ce que nous apprennent des pratiques mises en place par d'autres pays, européens ou non, sur cette question de la fin de vie? Alors, est-ce que c'est pour ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour revenir à la question de la sédation profonde et continue? Probablement, il y a effectivement un retard dans nos pratiques médicales à accepter le fait que des personnes puissent choisir plus librement les conditions de leur fin de vie, sachant qu'encore une fois, elles sont en fin de vie, ou en tout cas que leur pronostic est vraiment très très engagé, qu'elles se voient décliner, qu'elles savent ce qu'elles vont devenir. Donc le fait que déjà, dès 2016, on ne se soit pas approprié cette première marche, qui était un premier droit, donne un signal très très négatif aux personnes malades, et celles qui même ne sont pas en fin de vie à quelques heures ou quelques jours, ils voient le signe que pour elles c'est encore plus difficile, et donc en effet, ça accroît probablement la demande d'avoir une aide active à mourir. Alors pour répondre à votre deuxième question, ce que nous apprennent les pays étrangers, plein de choses. Ils nous apprennent que, par exemple, en Belgique, le continuum soins palliatifs aide à mourir est possible. Chez nous, on nous dit c'est opposé, c'est l'un ou l'autre, c'est pas possible, ça rentre pas dans nos codes. En tout cas, la société savante de soins palliatifs est farouchement opposée. Les Belges, au début, alors en plus, ils ont construit leur loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir en même temps, donc ça a probablement concouru à unifier les deux, mais ont été réfractaires aussi pour une partie au départ. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de continuum, y compris dans des maisons de soins palliatifs religieuses. Première chose. Deuxième chose, on dit beaucoup les cathos chez nous, ça met une barrière importante, etc. Dans des pays très catholiques comme l'Espagne, par exemple, la loi a été votée en 2021. Alors, elle est appliquée très faiblement et diversement parce que c'est très très jeune, puis c'est un pays fédéral, donc c'est différent de nous, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle absolument fondamental. Ce que nous apprennent les pays étrangers également, c'est que là où les deux possibilités sont proposées aux patients, c'est-à-dire le fait qu'une injection soit faite par quelqu'un d'autre ou que ce soit à lui de le faire seul, la préférence va à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais de façon ultra majoritaire. Ce que nous apprennent aussi les pays étrangers, et je vais m'arrêter là sur ce premier point, mais c'est également ce qu'il ne faut pas faire. Un État américain comme l'Oregon qui a légalisé en 1997, donc le premier État américain qui l'ait fait sur 10 actuellement, on prescrit le médicament, enfin la substance dite létale à la personne, elle repart avec chez elle et elle est toute seule pour le faire. Ça, c'est un modèle, entre guillemets, je mets des tas de guillemets avec mes doigts, mais j'espère que vous les entendez aussi, dont on ne veut pas. La solitude du patient est quelque chose qui n'est pas dans notre code de fraternité, on va dire. Je ne parle pas d'Hippocrate ni de rien de tout ça. Je dis simplement que, quelle que soit notre position sur l'aide à mourir, l'idée de laisser une personne seule, sans aucune assistance d'un professionnel, c'est pas audible. En Suisse, la personne est au moins assistée par une association de bénévoles. Mais en Belgique, notamment, c'est un professionnel de santé qui pratique. Et ça nous semble être la manière la plus humaine d'aller jusqu'au bout de l'aide. Donc pour vous, il faut qu'il y ait le corps médical jusqu'à la fin du processus, qu'il soit présent d'une manière ou d'une autre. Oui, il faut qu'il soit présent. D'ailleurs, c'est ce que prévoit la loi. C'est-à-dire que le corps médical sera présent, mais ce que prévoit la loi française pour l'instant, c'est que ça ne sera que l'auto-administration, la personne elle-même, qui ingurgitera ou éventuellement appuiera sur un bouton pour qu'une seringue se mette en place, mais la personne elle-même qui le fera dans une immense majorité de cas, sauf si elle est physiquement incapable de le faire, par exemple paralysée des bras, mais que le corps médical soit effectivement là pour assister à et pallier éventuellement un effet secondaire ou quelque chose. Ça nous paraît quand même insuffisant. C'est-à-dire que pour nous, la personne devrait avoir la possibilité de concentrer tout son esprit
sur sa relation avec elle-même, avec sa famille, avec sa fin de vie, quitte à en faire même quelque chose de ritualisé, parfois même de festif, comme ça se voit dans d'autres pays. Et non pas comment je vais boire cette substance, à quel point elle va être amère, est-ce que je vais pas la vomir, est-ce que je vais m'endormir puis me réveiller. Donc tout ça, toutes sortes de choses, je pense, qui devraient être épargnées à la personne malade. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est ce choix législatif-là qui a été fait? Est-ce que c'est par exemple pour préserver les soignants, le corps médical? Je sais qu'il y a notamment aussi cette question de, alors pardon, je sais pas comment ça s'appelle, mais espèce de clause de conscience ou d'accompagnement psychologique du corps des soignants parce que ça pourrait être difficile d'administrer la mort quand on est soignant? Et ça l'est. Alors là aussi, je me permets de rectifier. On n'administre pas la mort. Nous pensons véritablement, encore une fois, c'est la maladie qui va tuer. Ceux qui sont partisans de la légalisation appellent ça, comme ça l'est en Belgique ou comme ça l'est au Canada, un soin. Alors évidemment, les cheveux se hérissent sur la tête de mes collègues de soins palliatifs qui disent comment ça, donner la mort n'est pas un soin, mais nous estimons justement que ce n'est pas donner la mort. Après, oui, c'est la question de la violence vécue par le soignant, et il faut que ce soit violent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer à aucun moment, si on légalise, que ça passe crème et que pour quelqu'un, d'abord pour le corps soignant, décider de dire oui à une demande, ce soit banalisé. Non, ça doit rester quelque chose qui doit rester, même si c'est légal, transgressif un peu dans nos cœurs. Et puis, dans le fait de le faire, c'est aussi une violence supplémentaire. Pour autant, ce que j'estime vraiment, moi, en tant que soignant, pour avoir travaillé aux côtés de la mort depuis quand même 30 ans, c'est que le passage du Rubicon, si je puis dire, il est dans l'acceptation de la demande du patient. Là, c'est quelque chose qui est très, très sensible. Après, une fois qu'on a fait ça, finalement, je vais pas dire le plus délicat est fait, mais d'aller assumer et apporter notre aide technique et fraternelle en plus, n'est pas ce qu'il y a de plus violent. La grosse difficulté, c'est de se dire, cette personne me demande, est-ce que je peux accéder plus tôt que prévu et avec votre aide à une aide à mourir? Ma réponse va être oui. Ça, c'est quelque chose qui doit nous ébranler de façon majeure à chaque fois. Il faut que jamais ça devienne une banalité. C'est pas un acte anodin, oui. Les détracteurs de cette loi craignent qu'elle ouvre la porte à une vision eugéniste de l'existence, qu'on puisse se dire bon bah voilà, je suis malade, je suis un poids pour la société, alors je dois disparaître. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là? Et puis tant qu'on y est, je vais vous opposer une autre critique entendue également généralement en disant que voilà, une fois cette loi passée, ce sera en fait un premier pas et puis qu'après, petit à petit, les conditions d'accès à l'euthanasie s'élargissent jusqu'à englober des personnes handicapées, des personnes atteintes de maladies psychiatriques, et puis pour les plus virulents, disent les enfants, etc. Est-ce que ça vous semble être un vrai risque? Non, je t'ai plus. Alors oui, évidemment, il est hors de question de considérer qu'une question posée, comme toutes celles que vous venez de poser, peut s'écarter d'un revers de main. Il faut une vigilance absolue. Je rappelle malgré tout que la loi telle qu'elle est proposée actuellement, elle peut être considérée comme suffisante, insuffisante, etc., ou excessive, mais elle est extrêmement stricte sur des critères qui sont tous cumulatifs et qui n'englobent pas les personnes mineures. On peut discuter d'ailleurs, parce qu'est-ce qu'un adolescent qui est en situation de phase terminale d'un cancer ne peut pas avoir son plein jugement avec même l'assentiment de ses parents, ça se discute. Les pathologies psychiatriques ne sont pas incluses dedans et je pense que c'est vraiment justifié qu'on ne légifère pas là-dessus tellement c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que les maladies somatiques. Il y a toute une série de situations qui ne sont pas prises en compte dans cette loi. Certaines, à mon sens, le devraient, notamment le fait que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui ont une durée de vie, et là justement c'est vraiment un problème, cette histoire de calcul d'une durée de vie qui resterait, c'est pas ça la question, c'est la qualité de vie. Ces personnes-là, qui sont pourtant les emblèmes de ce pourquoi la loi a été discutée, atteintes de maladie de Charcot, cette fameuse maladie qui vous paralyse progressivement, vont être incluses mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils soient quand même un petit peu proches du décès et ce sera sujet à discussion médicale. Mais les mots eugénistes, alors ça c'est horrible, hein, quand on se prend ça, nous qui faisons du soin depuis X années et qui considérons malgré tout que c'est un acte soignant de faire ça, d'entendre eugénisme, validisme, éliminer nos vieux, éliminer nos handicapés, quand on sait tout le soin qu'on prend tous les jours auprès d'eux, c'est limite insultant, mais je peux comprendre qu'effectivement ça effraie. Pour autant, quand on regarde par exemple certaines statistiques dont on dispose,
L'Oregon, qui est le plus ancien des États occidentaux ayant légiféré, à part la Suisse depuis les années 40, mais c'est un peu différent. Ce sont les personnes qui ont un niveau socio-professionnel élevé, qui sont âgées, porteuses d'une maladie fatale dans les 6 mois, et les Blancs CSP+, et pas les Latinos. Donc, quand on regarde plus le détail, on s'aperçoit que c'est plutôt n'accède pas à ça n'importe qui. Pour autant, il y a des signaux qui viennent, par exemple, moi j'ai des témoignages, je discute beaucoup avec une amie au Canada qui est au Québec, qui est inquiète de ça, qui est juriste, qui est favorable dans l'ensemble, mais qui s'inquiète de voir les chiffres qui augmentent. Il faut être attentif à ça et vérifier que nous, avec notre sagesse citoyenne, soignante, législative, on basculera pas dans le grand n'importe quoi. Globalement, je terminerai là-dessus. Est-ce que cette loi qui est en cours de vote, elle vous semble bien faite? Est-ce qu'il y a des gros manquements dedans? Est-ce qu'il y a suffisamment de garde-fous? Quel regard vous portez dessus? Oui, il y a des garde-fous, il y a vraiment des garde-fous. On trouvera toujours quelqu'un pour dire oui, mais on ne demande que le psychiatre ne vienne que de façon facultative. Après, la question est, est-ce qu'il faut psychiatriser cette situation-là absolument, ou est-ce qu'il faut que le bon sens soignant, médical, suffise déjà à identifier une pathologie psychiatrique ou pas? Donc, il y aura toujours des mécontents qui diront c'est pas assez, c'est trop libéral, etc. Malgré tout, c'est une des lois les plus restrictives d'Europe. Donc, faut pas non plus tout diaboliser, c'est pas soleil vert. Et la loi, telle qu'elle est actuellement, effectivement, elle inclut des gens qui n'étaient pas incluable avant dans une demande d'être aidé à mourir. Mais ce à quoi il faut veiller, c'est que effectivement la loi soit pour le coup réellement appliquée, qu'on fasse pas comme en 2016 avec la sédation profonde et continue, et que les droits des personnes passent réellement dans les actes. Et ça, ce sera à nous de veiller avec toute l'humanité et la fraternité dont on est capable à ce que ça se passe bien. Merci beaucoup François Blot. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur, président du comité d'éthique de l'hôpital Gustave-Roussy, expert auprès de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et je rappelle surtout votre livre tout fraîchement paru, La mort confisquée pour le droit de choisir une fin qui nous ressemble. C'est co-signé avec Elsa Walter. Merci monsieur. Merci Hélène. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decomer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.